merci d'être venue assister à cette rencontre avec Justine Ogier à propos de Personne morale, qui est paru chez Actes Sud en août dernier. Et oui, donc comme le disait Monica, il nous a paru essentiel d'inviter Justine Ogier dans le cadre de ces rendez-vous qui réfléchissaient notamment à ce que c'était que la non-fiction, et puis à ses rapports avec le réel, et comment des textes font aussi fraction dans le réel. Pour pouvoir introduire la conversation, Personne morale, c'est un livre qui sort des pages des journaux, une affaire retentissante, l'affaire dite Lafarge, du nom du groupe qui est soupçonné d'avoir versé en 2013 et 2014, à travers sa filiale syrienne, 5 millions d'euros à des groupes djihadistes, dont l'organisation État islamique, et à des intermédiaires, et tout ça pour maintenir l'activité d'une cimenterie dans la ville de Jalabia. Quelques semaines, juste pour résumer alors la suite du livre, quelques semaines après la sortie, mi-octobre, les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel Lafarge SA et 4 anciens dirigeants de l'entreprise pour qu'ils soient jugés pour financement d'une entreprise terroriste et violation d'un embargo. La société, par ailleurs, elle reste mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité commis par des groupes armés, et c'est une première dans l'histoire. Et on précisera, parce qu'ils ont une place très importante dans le livre, que les salariés syriens de l'usine, eux, ne pourront pas obtenir réparation lors de ce procès qui ne portera que sur les infractions liées au terrorisme pour lesquelles eux ont été jugés irrecevables. Et donc, ce que fait Personne morale, notamment, c'est reconstituer le travail minutieux d'avocate et de juriste pour constituer ce dossier, et puis raconter aussi comment l'entreprise en est arrivée là. Et sans doute y avait-il, Justine, beaucoup d'angles par lesquels attraper cette histoire, saisir cette affaire folle. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait par le biais de la justice ? Bonsoir. Oui, alors cette histoire, évidemment, je l'ai aussi découverte en 2016, en même temps que les juristes l'ont découverte et que tout le monde l'a découverte en lisant l'article paru dans Le Monde de Dorothée Myriam Kellou, qui est une journaliste indépendante et qui a travaillé pendant des mois sur cette enquête, toute seule, sans être soutenue. Et je le dis parce que évidemment ça demande un courage et une détermination, qu'il faut souligner. Évidemment, je lis cet article, il me parle d'une manière particulière puisque on est en 2016, ça fait déjà quelques années que je travaille autour de la Syrie, autour de la révolution syrienne, de son écrasement, de l'indifférence qu'on a réservée à son écrasement, et dans l'idée de montrer que cette histoire syrienne, elle nous regarde. Donc, évidemment, cette histoire d'une entreprise française qui fait des bénéfices en Syrie, qui finance des groupes armés, ça veut dire qui finance la guerre en Syrie, ça me parle, mais il y a dans cette histoire, en fait, un cynisme que je ne pouvais absolument pas... je pouvais pas être seule face à ce cynisme, en fait. Et je crois même que j'ai l'impression que écrire, pour moi, c'est trouver des voies face à ce cynisme. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui était là, pas possible. Je crois que je me suis même pas posé la question. Et donc, quelques années plus tard, j'ai découvert le travail de ces juristes, parce que, en parallèle de mon travail sur la Syrie, il y a un travail un peu sur la justice qui est aussi se développe de livre en livre, et notamment depuis le livre que j'ai consacré à Razan Zeitouneh, de l'Ardeur. Razan, avocate syrienne, spécialiste des droits humains et grande figure de la révolution syrienne, écrivaine aussi, et chez laquelle je crois que son désir de justice est quelque chose qui m'a bouleversée, qui continue de me bouleverser, en fait. Ce désir de justice dont rien n'est venu à bout, en fait. Ni le fait que elle a été persécutée par le régime de Bachar al-Assad, la disparition de ses amis, la torture de ses amis, le fait qu'elle a été assiégée pendant des mois, bombardée, jusqu'à sa disparition en décembre 2013. Le désir de justice, il était là. Il se ravivait. Je crois qu'il a d'ailleurs un lien... je suis un peu longue, mais je vais m'arrêter. Il a un lien avec, je crois... avec les mots, avec le langage. Il y a chez Razan, j'ai l'impression, quelque chose comme de son écriture nourrit, en fait. Elle dit le désir de justice et l'un l'autre se nourrissent. Et ce désir de justice, je l'ai repéré chez elle, et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la personne de Razan, elle avait déjà disparu.
Et j'ai mentionné son nom auprès d'amis syriens, syriennes à Beyrouth où je vivais à l'époque. Et en fait, dès que je mentionnais son nom, il y avait quelque chose qui se passait, mais enfin, de manière presque instantanée. Il y avait, dans leur voix, j'entendais quelque chose s'allumer, en fait. Et c'est vraiment quelque chose que je relie à cette détermination de Razan qui s'ancre dans son désir de justice. Voilà, donc c'est quelque chose qui me semble très puissant, qui perdure et qui émet une lumière très forte, en fait. Et donc voilà, donc quand j'ai découvert le travail de ces juristes, qui sont donc des femmes qui travaillent dans 2 associations différentes qui luttent contre les crimes commis par les grands acteurs économiques. J'ai tout de suite compris que oui, c'était là mon point d'entrée. C'était aussi dans mon enquête de découvrir moi-même et ensuite de le révéler. Quel territoire de lutte elles inventent, comment elles font, ce que ça représente. Voilà, c'était la lueur dont j'avais besoin pour y aller. Et juste pour préciser, Razan Zaitouni, elle a quasiment le dernier mot de personne morale. Le dernier paragraphe lui est consacré. Sa trajectoire, comme la façon dont son être persiste et continue d'inspirer, révèle la force de cette arme du droit qui permet, comme peu d'autres, d'attiser la détermination et la volonté d'agir. Voilà, c'est un très beau, une manière de finir très lumineuse. L'un des premiers mots de personne morale que l'on peut lire parce qu'il est inscrit sur la couverture, c'est récit. Et c'est un mot qui revient énormément dans le texte, c'est une notion qui revient énormément. Il est parce que vous expliquez que pour les avocates et les juristes, il s'agit de construire un récit pour pouvoir être reçu, que pour vous aussi il s'agit de construire un récit. Plus précisément, vous dites je décide de m'y atteler, de produire un récit parmi d'autres sur une affaire que je dois raconter pour tenter de dépeindre l'œuvre accomplie par le petit groupe d'avocates et de juristes pour que l'on puisse s'engouffrer derrière elles dans la brèche qu'elles ouvrent et les suivre. Il y a aussi des acteurs du côté Lafarge qui ont produit des textes, leurs récits. Et donc, est-ce que vous voulez bien nous expliquer un petit peu quel rapport vous avez avec cette notion du récit et qui agit comme une sorte de leitmotiv dans Personne morale? Oui, alors je pense que c'est un point de rencontre aussi important entre la justice et la littérature, cette affaire de récit qui joue un rôle fondamental. Dans cette histoire, pour moi le récit, il était c'est la forme qui s'est imposée pour Personne morale, elle est un peu particulière. Alors c'est toujours mes derniers livres consacrés à la Syrie, sont des enquêtes, qui s'articulent beaucoup autour de ce que j'appelle du document de manière large. Alors dans ce texte, c'est beaucoup du témoignage, des récits précisément, mais les autres livres étaient sans doute plus fragmentés, et celui-là, je voulais vraiment trouver cette espèce de force du récit, une espèce de force narrative, parce que effectivement c'est ça l'enjeu de la justice en fait, c'est plusieurs récits qui vont se confronter, et que les forces qui sont face aux femmes dont je décrivais le travail, alors juste quand même pour planter le décor, il y a un déséquilibre des forces qui est fondamental dans cette histoire entre ces juristes et les ressources presque infinies qu'elles ont face à elles. Et elles ont face à elles des forces qui tentent de tout défaire en fait, beaucoup de morceler, de complexifier, de ralentir. Il y a vraiment en fait, c'est très souvent l'arme des puissants quand ils sont confrontés à la justice que de défaire en fait, que de complexifier. Et je crois que dans cette histoire, évidemment cette histoire, c'est clair, elle est complexe. Mais c'est là que le récit a quelque chose à jouer, c'est-à-dire que la complexité, ça doit pas être un écran en fait. Très souvent, on brandit ce terme de complexité pour décourager, détourner, et ce qu'apporte le récit, c'est il peut se saisir de la complexité, mais tout en apportant une forme de clarté en fait. Voilà, c'est ça que je voulais tenter de faire surgir, et qui me semblait important de faire surgir face à ce travail qui est accompli très méthodiquement par la partie adverse en fait.
Et avec cette concurrence des récits, il y a aussi une concurrence des langages, des langues. Il y a les témoignages des employés syriens qui alertaient leur direction sur les dangers. Et puis il y a la langue de l'entreprise, qui est une langue qui pétrifie les choses, qui dit responsabilité, qui vide complètement ce mot de son sens, qui empêche de penser en fait, qui dit le mot principe et ça n'en a aucun. Et puis voilà, et puis il y a la langue du droit qui est très spécifique. Donc vous organisez aussi le dialogue entre ces langues. Ouais. Et notamment par l'usage des italiques. Est-ce que vous voulez bien un petit peu en parler ? Alors oui, enfin, il y a effectivement, il y a deux langues qui m'ont vraiment intéressée dans ce livre, et notamment effectivement la langue de l'entreprise qui m'est rapidement apparue comme une des raisons en fait de cet entêtement des dirigeants de Lafarge à rester en Syrie pendant des années et des années, alors que ils pouvaient pas ignorer les crimes qui étaient commis par ceux qu'ils finançaient. Et je crois vraiment que donc au début on les découvre en 2010 quand ils ouvrent cette usine et qui effectivement ils brandissent tous ces termes d'éthique, de responsabilité, de principe, de valeur, et tous ces termes petit à petit vont se fracasser contre la réalité qui va devenir de plus en plus bruyante et s'imposer de plus en plus autour de l'usine. Et cette langue-là, en fait, qu'ils parlent, elle les rend, incapables. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il y a une espèce de... Enfin, il y a un dessin, en fait, de cette langue qui rend inapte à saisir le réel, en fait. Mais c'est effectivement une langue qui vide les mots de son sens, qui les retourne, même qui renverse leur sens. Il y a des phrases des dirigeants, l'un notamment qui a présenté le fait que Lafarge soit resté en Syrie comme un acte de résistance, par exemple. Donc il y a... Voilà, enfin ça va très loin en fait. Il y a aussi toute une euphémisation en fait. Il y a des mots qui sont employés ou des mots qui sont pas employés qui vraiment mettent tout à distance. Alors par exemple le mot guerre est pas employé une seule fois dans les minutes des réunions, les rapports qui sont élaborés. Quand ils se réfèrent aux millions qui sont versés, ils disent obol ou dîme. Vraiment il y a une manière comme ça de tout mettre à distance. Ce sont aussi des hommes qui emploient beaucoup de clichés, en fait. Ils ont très peu de créativité quand il s'agit de trouver des comparaisons. Alors, quand ça va mal, ils disent que c'est le bateau dans la tempête, par exemple. Enfin, ça revient beaucoup. Donc, il y a vraiment cette... Et Arendt disait ça à propos... alors, je ne veux pas faire de comparaisons qui n'ont pas tout à fait lieu d'être, mais au sujet de la langue parlée par Eichmann, en fait. C'est vraiment une langue qui est paralysée par tous ces éléments de langage, par tous ces clichés qui empêchent effectivement de penser. Et puis c'est la langue, c'est cette langue qui se situe un peu à côté du réel, qui est imprégnée par ces affaires de process, de gestion, de management, de coût-bénéfice, mais on la connaît très bien cette langue. Enfin, je veux dire, elle est plus du tout l'apanage de l'entreprise en fait. Et c'est une langue qui est dépeuplée. C'est une langue, en fait, ça commence toujours par là, c'est-à-dire que les Syriennes, les Syriens, les salariés sont absents de cette langue. Ils deviennent dans cette langue des chiffres, ou ils deviennent ils apparaissent dans l'expression biens et personnes. Enfin voilà, ils sont complètement invisibilisés, et c'est évidemment c'est par là que ça commence. Donc voilà, il y a une inaptitude à se représenter le réel, et qui devient de plus en plus criante à mesure que la violence, le conflit se font présents et pressants autour de l'usine. Et face à cette langue, évidemment, il y a la langue des juristes. Alors moi, je suis pas du tout, je suis pas juriste, et c'est vrai que cette langue,
elle est ambiguë parce que c'est quand même une langue qui reste très élitiste, qui reste, la possession de certains et de certaines. Mais ces juristes, elles essayent d'en être des traductrices et de la rendre accessible. Mais ce qui me bouleverse moi dans cette langue, c'est qu'elle est parlée par des gens qui sont habités par la conviction que leur mot peut produire quelque chose. Et les juristes, quand elles m'ont raconté la manière dont elles avaient travaillé sur la plainte, c'était quelque chose qui revenait en permanence, la manière dont elles discutaient en fait de chaque terme, de ponctuation, des temps employés. Enfin, c'était dans cette espèce de foi extrêmement tangible dans la force du langage. Et cette grande précision que permet aussi cette langue du droit. Donc voilà, oui, il y a vraiment effectivement ces deux langues que j'ai aimé faire entendre en fait dans ce texte. Ouais. À propos de la langue juridique, à un moment donné, vous écrivez progresser dans les phrases tortueuses et conserver en mémoire les éléments de la construction, impossible à résumer ou à faire tenir par la synthèse, un effort pour moi intenable sur la durée, les pièces égrenées commençant déjà à s'échapper. Donc vous, votre travail, ça a aussi été de traduire ce texte, ce langage-là, de rien aplanir, de faire droit à cette complexité dont vous parliez, mais de la faire rentrer dans un récit qui serait un récit qu'on pourrait lire, quelle que soit sa spécialité. Voilà, qu'on n'a pas besoin d'être juriste, une spécialiste de la Syrie pour le lire. Comment vous avez fait concrètement pour vous approprier tous ces documents, ces textes? Je pense que c'est vraiment les juristes qui m'ont initiée en fait, qui m'ont guidée, qui ont fait cette œuvre de traduction qu'elles font pas seulement avec moi, enfin qu'elles ont fait, qu'elles font dans chacune des affaires qu'elles portent avec les plaignants qu'elles assistent. Donc dans ce cas, c'était les plaignants, les salariés syriens de la Farge. Elles veulent rendre cette langue accessible. Donc c'est d'abord elles, et puis oui, ensuite il a fallu lire beaucoup, mais il reste cette langue, elle conserve pour moi une énorme part de mystère, donc j'ai fini par penser qu'elle avait quelque chose de poétique, en fait, évidemment. Et voilà, et donc une forme de confiance dans son maniement dont je sais qu'il m'échappe en partie, en fait. Et voilà. La soirée là, l'angle est autour de la justice et de la littérature. Un de vos confrères éminents qui a travaillé sur du droit, Emmanuel Carrère, dans D'autres vies que la mienne, notamment, m'a déjà dit que la chose dont il est le plus fier comme écrivain, ce sont les 100 pages qu'il consacre au travail sur le contentieux et dont il rend accessible cette matière-là qui est incompréhensible et que c'est juste. Et alors dans son cas, lui, il estime que c'est aussi comme ça que les gens se font avoir, c'est parce que c'est incompréhensible. Et donc il me disait qu'en tant qu'écrivain, c'est la chose dont il est le plus fier, c'est d'avoir rendu ça lisible. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est vrai qu'elles sont magnifiques, toutes ces pages, et en fait c'est fou comme ce livre, je crois que la non-fiction en fait a rien à envier à la fiction, en fait, en termes de ce qu'elle peut produire comme imaginaire. Et je veux dire, ces deux juges d'Emmanuel Carrère, ça reste pour moi des figures très très puissantes, en fait. Donc voilà, mais après, oui, la traduction de la langue, je sais pas si je pourrais dire que c'est la chose dont je suis la plus fière, mais c'est sûr que il y a quelque chose aussi qui me touche beaucoup dans cette langue, c'est que elle offre, elle est très préservée, en fait. C'est une langue qui se construit de manière très hermétique, qui a vraiment une drôle de syntaxe, dans laquelle on retrouve des mots latins, des mots anciens, et c'est comme si elle était préservée d'une espèce quand même de grande fatigue de la langue, du débat public, et qu'elle permettait encore certaines conversations, justement. Enfin, il y a quand même un espace commun qu'elle permet, cette langue-là, qui me semble aujourd'hui particulièrement précieux, en fait.
Vous l'expliquez dans le texte, les juristes pouvaient vous parler de leur travail, mais pas entrer dans les détails de l'affaire pour des raisons déontologiques. Donc vous avez aussi dû vous faire une énorme partie d'enquête seule. Et alors vous n'en faites pas état excessivement. Enfin, on ne vous voit pas enquêter. Le sujet, c'est pas votre enquête. Donc comment vous avez travaillé à réunir toutes ces informations? Comment vous les avez organisées, pardon? Comment vous avez travaillé sur cette enquête? Alors en fait, c'est vrai que c'est un peu effacé, enfin c'est même très effacé, très absent du livre. C'est un peu particulier parce que je me suis attaquée à une affaire qui est en cours, et donc ça crée un certain nombre de responsabilités et de risques qui font vraiment partie qui ont fait partie de l'écriture de ce livre en fait. Donc ça a été un travail je me suis beaucoup appuyée sur le dossier d'instruction qui est un dossier qui est censé rester secret, mais qui dans le cas de cette affaire et de nombreuses autres affaires a été largement sorti, utilisé, donc et c'est une matière qui est, pour moi, vraiment passionnante. C'est-à-dire que c'est beaucoup de procès-verbaux, notamment d'auditions, des mises en examen, des salariés syriens auprès des policiers, des juges. Vraiment, cette matière, ces voix, c'était très, très, très fort et très central pour moi dans le travail. Ensuite, il y a eu tout un travail d'entretien aussi avec les juristes et avec certains salariés syriens, des avocats. Et voilà, ensuite, il y a cette matière-là, il y a un moment où ça devient intenable, en fait. Je sais pas, c'est un point d'équilibre un peu... Il y a un moment où il faut se mettre à écrire, il faut être à la fois dans une immersion et en même temps, il faut pas... Je sais pas, il y a un moment, je crois que ça menace un peu d'écraser aussi, parce que ce sont des centaines et des centaines de documents, en fait. Voilà. Et donc, une fois qu'ils ont sédimenté et qu'il est temps d'y aller si on veut pas couler, voilà. Là, c'est l'écriture qui... Est-ce que vous l'avez fait relire à des personnes concernées qui connaissaient très 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 bien le dossier avant parution, je veux dire, pour être sûr de... Alors, j'ai vécu cette grande expérience qui a été de faire relire mon manuscrit par une douzaine de juristes. Je le conseille à personne. Mais oui, il a bien fallu... pour moi, c'était très important. Il y a une dimension collective dans ce travail. Ce sont des femmes qui m'ont fait confiance, qui m'ont livré des choses. Il était hors de question qu'elles soient pas en accord avec ce qui paraissait d'elles. Alors évidemment, c'est toujours très compliqué. Enfin, il y a toujours, malgré la conscience de la responsabilité, la bonne intention, il y a évidemment toujours la possibilité du malentendu, de la trahison, de la blessure, voilà. Mais c'était nécessaire pour des questions juridiques et pour des questions, de la nature même du texte que je voulais vraiment collective. Donc, j'ai survécu à cette épreuve. Et pardon, mais dans les personnes qui l'ont relu, est-ce qu'il y avait, j'imagine, un avocat d'Actes Sud? Puisque vous parliez du fait que c'était difficile, non, mais qu'il y avait des risques encourus parce que c'était une affaire en cours. Donc j'imagine que ça rajoutait une... Tout à fait. Alors, il y avait un avocat d'Actes Sud, mais je tiens à dire qu'Actes Sud a été, je sais pas, je peux pas vous dire, le soutien a été entier, complet, et je mesure à quel point c'est une chose précieuse en fait sur ce type d'affaires, parce que évidemment, ça fait partie du pouvoir de ces acteurs que de nourrir des fantasmes, des craintes. Enfin, c'est pas, on travaille avec ça. Et je dois dire que mon éditeur n'a pas du tout été à aucun moment intimidé. Voilà. Donc. Et que vous n'avez pas été attaqué. Non. Au final, c'est quand même une bonne nouvelle. Vos deux précédents textes sur la Syrie, De l'ardeur et, excusez-moi, j'ai un blanc tout à coup, c'est terrible. Par une espèce de miracle. Par une espèce de miracle, merci beaucoup, donc paru chez Actes Sud respectivement en 2017 et 2021. Donc ces textes sur la Syrie faisaient une place à votre jeu qui était un peu plus importante au jeu de la narratrice, de l'autrice.
qui était peut-être plus importante que dans Personne morale. Néanmoins, vous, comme vous le disiez tout à l'heure, vous faites un peu disparaître la part de l'enquête, vous la mettez très très peu en scène, mais vous apparaissez. Et alors ça, comment vous avez réglé cette question de la place que vous y occupez et de comment vous faites entendre, tout en faisant en sorte que ce qu'on entende ce soit pas essentiellement vous. Quels étaient les enjeux, quoi, pour vous? Oui, ils étaient. En fait, là, c'était assez simple. Je voulais laisser le plus possible la place à cette, au récit et à la force narrative dont je parlais tout à l'heure. Enfin, à une certaine forme de vitesse. Enfin, donc, il n'était pas question d'être là au milieu à déranger cette espèce de cette vitesse. Et ensuite, en revanche, il fallait quand même, j'aime bien laisser comprendre d'où je parle à un moment donné. Enfin voilà, donc il y a quelques indices pour le faire entendre et comprendre. Et ça me semble être la moindre des choses en fait. Est-ce que parce que l'image de David et Goliath, de David contre Goliath, qui est un peu presque mécanique dans une situation comme celle-ci, est-ce que aussi vous avez conçu l'écriture de ce livre comme une manière de venir renforcer David, prêter main forte à cette toute petite équipe dont vous disiez que c'était vraiment un commando minuscule face à une armée spectaculaire. Est-ce que vous l'avez conçu aussi comme la pierre que vous apportez à toutes ces pierres que vous évoquez dans le livre? Oui, il y a évidemment une dimension qui est centrale dans le travail de ces femmes, donc cette dimension collective qui commence... En fait, ça commence avec des hommes, ça commence avec les salariés syriens qui sont ceux qui ont réuni les preuves, qui sont ceux qui ont compris l'ampleur du crime, de sa gravité, qui sont allés trouver Dorothée Myriam Kellou, la journaliste. Ensuite, il y a Dorothée, et ensuite, il y a les juristes, et qui se succèdent depuis 2016, mais pas que. Ensuite, il y a vraiment quelque chose qui s'est dessiné, qui a... d'une collaboration tacite avec aussi l'institution judiciaire, avec la police. En fait, c'est quelque chose de très rare qui s'est passé. Il faut bien comprendre qu'en fait, ce que toutes ces personnes sont parvenues à faire, ça n'aurait pas dû arriver, en fait. Ça relève... ça a un caractère vraiment exceptionnel. Il y a une des juristes qui dit à la fin, c'est un miracle qu'on en soit arrivé là. Voilà. En fait, quand de tels actes ont lieu, l'ordre des choses, c'est que l'impunité finisse par l'emporter. Tout est fait pour ça. Enfin, le système, en fait, est organisé comme ça. Et d'ailleurs, quand l'affaire sort dans la presse, l'affaire, ils ne sont pas tellement inquiets. Enfin, on sait qu'ils prennent contact avec quelques députés, qui leur disent « vous inquiétez pas ». Un peu le truc. Ils lancent une procédure de justice interne. Bon, enfin voilà, eux ils pensent que ça va passer. Le gouvernement français, enfin Bercy porte quand même plainte, mais pour une infraction vraiment mineure. Enfin voilà, dans l'espoir d'étouffer tout ça. Donc en fait, c'est le fait d'être parvenu à une mise en examen confirmée par la Cour de cassation. Pour complicité de crimes contre l'humanité, ça relève du miracle et bon, c'est pour ça que je trouve que ça émet une lumière quand même. Enfin, ça mérite d'être regardé parce que c'est pas rien de parvenir à ça. Et c'est vrai que dans ce passage de relais, alors voilà, j'ai pris ma place qui est modeste, mais oui, bien sûr que il n'était pas question de... Enfin, je suis de leur côté. Sans écrire non plus un texte à charge, parce que j'ai tenté aussi quand même de comprendre ce qui s'était passé pour ces dirigeants qui sont allés si loin, en fait. Ça m'intéresse aussi d'un point... Enfin, vraiment, en tant qu'écrivaine... d'un point de vue humain, ça m'intéresse. Voilà, mais et pour en revenir à David contre Goliath, je suis frappée en fait à quel point j'étais démunie en termes de références pour raconter ce rapport de force, le déséquilibre de ce rapport de force. Et c'est aussi ça qui m'a intéressée, c'est de travailler cet imaginaire-là et de
de révéler ce territoire de lutte et d'essayer de le faire entrer dans nos imaginaires, parce que je pense qu'il est très riche. Elles ont une manière de lutter qui est pas du tout, qui leur est pas propre. Je pense qu'il y a plein de luttes qui sont animées par les mêmes choses, mais ce caractère collectif très très humble, très discret, enfin d'accepter de travailler sur un temps long dans lequel on a peu de reconnaissance, tout ça en même temps avec une très grande créativité, tous ces éléments là me semblaient pouvoir de dessiner une sorte nourrir un imaginaire qui me semble finalement assez pauvre en référence en fait. Tout à l'heure, vous disiez que parfois la non-fiction développe un imaginaire plus fort que la fiction. Et alors, il y a des situations, il y a beaucoup de situations dans Personne morale où on se dit que si vous aviez écrit de la fiction, vous auriez éviter ces situations, le fait que ce soit des femmes essentiellement qui travaillent du côté de la plainte à élaborer la plainte, et puis la journaliste au départ aussi est une jeune femme, le fait que en face d'elle elles aient des hommes essentiellement. Alors certes il y a des figures d'hommes, les travailleurs syriens auxquels vous donnez à entendre, mais dans le genre situation peut-être que vous auriez fait un autre choix si ça avait été de la fiction. Il y a le fait que une des juges qui est centrale dans la constitution du dossier, c'est une juge qui a été qui est associée à un souvenir très compliqué pour vous, qui est la mise en examen de votre mère. Et donc là, vous faites une recherche sur elle et vous tombez sur le nom de votre mère, Marielle de Sarnez. Et donc tous ces éléments-là qui, dans une fiction, on se dit cringe. Comment est-ce que, par exemple, le fait que Charlotte Bilger posait cette situation de scénario presque de trop, quoi. Comment vous l'avez géré en tant qu'écrivaine? Même si c'est des choses différentes, mais... Oui, c'est des choses différentes, mais je pense que toutes ces situations, aucune d'elles n'est anodine. Ce cas-là de Charlotte Bilger me confronte à ma vision de la justice, donc très profondément. Voilà, j'ai mis en scène cette découverte-là pour cette raison-là. Le fait qu'on soit dans cette espèce de caricature dont vraiment au début elle m'a surprise, de toutes ces femmes et tous ces hommes. Évidemment, c'est pas anodin. Le fait qu'on je tombe sur un personnage comme le directeur de la sécurité de Lafarge en Syrie, Jacob Ernest, qui est cette espèce de personnage totalement improbable que, jamais un romancier peut inventer un personnage pareil. Cette espèce d'incarnation de l'image de l'aventurier, dans tout ce qu'elle a de plus éculé, quoi, avec tous ces codes, ces accessoires. Il y a pas un truc qui manque. Évidemment, c'est pas anodin. Il vient signaler quelque chose. Il vient signaler qui a écrit un livre. Qui a écrit un livre. Je sais pas, qui s'appelle Faire des affaires en zone de guerre. Et qu'il a écrit après la parution de l'article dans Le Monde, c'est-à-dire qu'il l'a écrit en pensant que ça allait servir sa défense. Et ça, c'est pas anodin. Il vient signaler que cet imaginaire-là, en fait, de l'aventurier dans les zones de conflit qui va agrandir sa vie là où la frontière entre le bien et le mal est un peu trouble. En fait, ça veut bien dire qu'il faut se mettre peut-être à déconstruire ce truc-là quand ça produit dans le réel de telles boursouflures, en fait. C'est qu'il y a quelque chose à penser. Et dans cette affaire, pour moi, c'était aussi un truc très central. C'est que ce type d'affaires, précisément, sont très souvent approchées dans la presse,
dans nos conversations avec cet imaginaire-là en tête. Donc on pense ces affaires-là très souvent en les mettant en relation avec des situations très troubles, le rôle de l'État, les renseignements, les espions, ce type de personnages. Et pour moi, ça, c'est vraiment un problème fondamental, un problème de représentation qui est pas du tout anodin. C'est une manière de se représenter ces affaires et de manière plus générale, je dirais, ces zones de conflit comme pouvant correspondre à des sortes de séries de jeux, d'intrigues, qui invisibilisent mais totalement dans ce cas le peuple syrien, sa souffrance, celle des salariés, donc c'est vraiment c'est au cœur du problème en fait. Donc voilà, en fait tous ces éléments-là, déjà, la première chose, c'est qu'il m'était impossible d'écrire une fiction à partir de cette matière. Personne n'aurait cru à ce que j'avais à raconter. Mais ensuite, voilà, je crois que ce sont toujours des choses qui signalent quelque chose. Donc, voilà. Donc vous avez pris votre parti. Oui. Il y a un chercheur en littérature qui s'appelle Alexandre Guéfen qui a proposé une sorte de théorie de la littérature française contemporaine pour qui il y a tout un pan de la littérature qui s'écrit aujourd'hui en France qui a pour objectif de réparer le monde. Et notamment les textes autour de la justice, des faits divers, que c'est ça qui est à l'œuvre. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous pouvez vous reconnaître, une espèce d'envie de participer à une forme de réparation du monde? Le mot de réparation m'embête un tout petit peu, en fait. Je trouve que pour moi, il y a dans la justice, oui, c'est réparer, donc ça a à voir avec le passé, mais pas seulement en fait. Ça contient une idée de l'avenir. Et ça, c'est pas présent dans l'idée de la réparation. Et donc, pour moi, cette notion de justice, elle est beaucoup plus opérante, elle est beaucoup plus en accord avec, ce que j'essaye de faire peut-être. Il y a vraiment, oui, c'est une affaire de temporalité en fait. La justice ouvre sur le futur et le travail. En fait, c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience en observant le travail de Razan, précisément, parce que tout son travail de mémoire, de conservation, de documentation, de préservation du passé, des noms, des crimes, etc., c'est pas du tout quelque chose qui est tourné vers le passé. En fait, c'est vraiment un travail qui est tourné vers l'avenir. Et pendant qu'elle fait ce travail-là, en fait, elle invente la Syrie nouvelle, en fait, dans les zones libérées de la présence du régime. Donc il y a vraiment... En revanche, pour inventer la Syrie nouvelle, elle a besoin de faire ce travail-là. C'est vraiment une affaire d'ouvrir le temps. Et je crois que, pour moi, ça, c'est l'enjeu de la justice. Et voilà, c'est peut-être aussi je sais pas... voilà, mon travail, je le vois plus... peut-être dans ce souci-là que dans celui de la réparation. Et après, on va passer aux questions de la salle. Mais donc, inventer la Syrie nouvelle, disiez-vous. Donc là, vous parliez de Razan en 2013, mais depuis l'apparition du texte, il s'est passé un certain nombre de choses dans la Syrie nouvelle. Une Syrie nouvelle est advenue. Une révolution a eu lieu. Est-ce que, alors c'est impossible de nous dire en quelques mots comment vous regardez cette révolution, mais si quand même en quelques mots. Cette révolution, elle a commencé en 2011. Le régime est tombé le 8 décembre 2024. Pour moi, la première chose, ça a été En fait, tous ces jours-là qui ont précédé la chute du régime, j'avais la chance d'être avec mon ami Yassine Al-Khalé qui était à Paris pour présenter son livre, et donc avec plein d'autres Syriennes et Syriens qui étaient à Paris. Et je veux dire, moi, je m'en suis remise à leur joie, en fait, qui était entière, qui était la joie de ceux qui vont pouvoir rentrer chez eux, revoir leurs proches, retrouver leur maison, la joie de ceux aussi à qui
donner enfin justement de pouvoir construire, retrouver du politique, du possible. Le régime syrien, l'un de ses slogans, c'était Assad pour l'éternité. Il faut mesurer, enfin voilà, c'est tout d'un coup c'est ça en fait qui tombe, c'est ça qui s'ouvre. Donc ensuite, je veux bien entendre ici, c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur la nature de ceux qui ont pris le pouvoir en Syrie, et je dis pas que ça doit pas être une préoccupation. Mais avant toute chose, il faut. Je crois que quand quelque chose d'aussi inattendu en plus surgit, il faut en prendre la mesure et il faut l'accueillir. Et je pense aussi que, sincèrement, dans l'histoire telle qu'elle advient là depuis quelque temps, les Syriens nous ont fait un cadeau immense en fait. Moi j'ai renoué avec l'idée que le pire était pas toujours sûr à ce moment-là, et c'est pas rien du tout. Donc voilà. Et ensuite, par ailleurs, je peux pas. J'ai une forme de confiance parce que depuis 2011, en fait, il y a des millions de Syriennes et de Syriens qui travaillent à l'avenir de leur pays, en fait, qui chaque jour se demandent ce qu'ils peuvent faire pour leur pays, qui ont inventé des tas de choses, des tas de modes d'action, de manières d'agir très collectives, très créatives, et tout ça va pas s'effacer. Et aujourd'hui, chacune de ces personnes se demande ce qu'elle peut faire. Donc ils sont là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, donc vous n'hésitez pas. Il y a un micro au plafond, j'ai cru comprendre, donc on vous entendra si vous voulez bien porter la voix un tout petit peu. Par rapport à la justice réparative dont vous parliez, en assignant des limites au terme, est-ce que vous devriez réparer et construire? Est-ce qu'on peut réparer? Pour la fonction de l'État, ça serait réparer cette justice réparative, mais en même temps, dans la même démarche, il y aurait le souci de la construction. Oui, je crois que c'est ça dont il s'agit en fait. Oui, tout à fait. Et que le mot de réparation n'intègre pas à lui tout seul. Merci. Oui. Bonjour. J'ai une question sur le titre, personne morale. Je suis avocate, donc je sais ce que c'est qu'une personne morale en droit, c'est une entreprise. Ce choix qui est à double sens, comment vous êtes arrêté là-dessus et pourquoi? Et est-ce que vous nous amenez vers l'ambiguïté du titre et le comportement totalement amoral? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez envoyé avec ce titre? Alors, ce titre, il s'est imposé très vite, en fait, c'est ce qui m'arrive jamais. Il était là avant même que je commence à écrire. Il était là. C'est une notion qui est fondamentale pour les juristes qui travaillent sur cette affaire. Donc, tout leur travail, en gros, il y a deux choses. Il y a d'une part responsabiliser les multinationales, créer du droit, de la jurisprudence pour que cette responsabilité soit établie, alors qu'elle ne l'est pas en droit aujourd'hui. Enfin, les multinationales ne sont pas reconnues responsables pour ce que font leurs filiales, etc. Donc il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est de donner accès à la justice à des personnes qui n'ont jamais accès à la justice. Mais je reviens sur le premier volet. La notion de personne morale, elle est fondamentale pour elle. C'était extrêmement important que les dirigeants soient mis en examen, mais aussi la personne morale, parce que ce travail de responsabilisation, il passe par la responsabilisation de la personne morale. C'est-à-dire que les dirigeants ont commis des crimes, mais ils ont commis des crimes parce qu'ils sont dans un système qui permet de commettre des crimes, et même peut-être qui encourage à la commission des crimes. Et derrière, il y a une culture d'entreprise, il y a des grands actionnaires, il y a des administrateurs qui ont une énorme part de responsabilité, et donc c'est très important de les confronter à ça. Il y a quelque chose qui me plaît aussi dans l'idée de personne morale, c'est que c'est ce qu'on appelle une fiction juridique, qui est pas... dont je sais qu'elle est critiquée dans le monde du droit aussi. On dit notamment, il y a cette phrase qui revient, l'interrogation notamment sur qui va s'asseoir au tribunal pour représenter la personne morale. Moi, évidemment, cette notion de fiction m'intéresse. Enfin, je veux dire, j'aime bien revendiquer aussi l'idée que la fiction peut nous aider à
à comprendre des réalités qui sont complexes, qui sont troubles. Et là, je crois vraiment que ça, c'est une notion qui permet ça. Et ensuite, bien sûr, il y a un jeu de mots qui vous a pas échappé sur qui est vraiment une personne morale. Mais voilà, c'était important pour moi aussi, pour rendre hommage à leur travail, de mettre cette notion-là au centre, en fait. J'en ai une autre, une petite. Je peux ? Bien sûr. Vous avez... j'ai lu votre livre, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai bien aimé le personnage, le Norvégien. Sa maison dans la vieille ville, comme dans un James Bond, en fait. Vous avez dit, c'est exceptionnel, oui, ça n'arrive quasiment jamais, oui, d'arriver au bout jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toutes nos amies, femmes et hommes, qui luttent contre l'État en matière de droits des étrangers. Et c'est aussi David contre Goliath. Et là, c'est l'État. Et l'État, c'est très puissant. C'est très, très, très puissant. Voilà, je voulais souligner que c'est un beau livre avec ça. Mais je crois aussi que dans ce domaine-là, ce sont beaucoup de femmes. Oui. Quand je dis amis, je pensais IES. Pendant que vous fourbissez une autre question, est-ce que vous allez suivre, vous irez suivre comme écrivaine, enfin ou comme individu, le procès qui aura lieu en novembre-décembre de cette année? Je sais pas encore. C'est très long. C'est long, un procès. Et ce procès, donc c'est ce premier procès qui est sur le financement de terrorisme. Et c'est vrai qu'il me manque dans ce procès quelque chose. C'est pas l'image que je m'étais faite de ce que serait ce procès. J'attendais un procès. Un seul procès déjà et pas deux. Ça pour moi c'est un succès de plus de Lafarge d'avoir réussi comme ça à décomposer les choses. Donc j'attendais un procès et en fait le crime le plus grave c'est la complicité de crime contre l'humanité et qui relève des assises. Donc là le procès il aura lieu correctionnel. J'attendais un procès aux assises avec un jury populaire et surtout avec face à face les plaignants syriens et les dirigeants. Et cette image-là, c'est vraiment une image qui m'a guidée pendant l'écriture du texte. Donc voilà, ce sera pas ce procès-là. C'est quand même important et j'ai pas encore tranché cette question de savoir si j'y assisterai. J'irai sans doute, en tout cas un peu. Ouais. Type d'autres questions? Non? Une fois, deux fois? Moi j'avais une question en fait, parce que j'ai lu l'ardeur en fait il y a quelques années lorsque vous l'avez publié, et cette figure de Razan, cette avocate aussi m'habite également de temps en temps en fait, comme vraiment une sorte de regard lumineux qui persiste dans les prisons qui se sont ouvertes en Syrie, dans les archives que l'on retrouve. Est-ce que vous avez trouvé un signe quelque part de son histoire? Non, on a eu aucune nouvelle. Après, son histoire est un peu particulière parce qu'elle a disparu. Elle a été enlevée par un groupe islamiste qui avait pris le pouvoir dans la zone dans laquelle elle était. Et c'est toute la complexité de cette situation actuelle, c'est que ce groupe aujourd'hui, il fait partie de la coalition qui est au pouvoir. Donc c'est vraiment, ces questions de justice transitionnelle, elles sont extrêmement complexes. Là, on va pouvoir avancer sur tous les crimes qui ont été commis par le régime, qui sont les crimes les plus nombreux, hein, mais sur tous les autres crimes, c'est très, très compliqué d'avancer. Eh bien, merci beaucoup Justine Ogier, merci à vous, merci à la Maison de la Poésie, merci à la BPI. Passez une bonne soirée.